Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Public Sénat pour un nouveau numéro de 100% Sénat, l'émission qui vous fait vivre les débats de la Haute Assemblée. Le Sénat a adopté la semaine dernière le projet de loi de lutte contre la vie chère en Outre-mer, un texte qui vise à baisser les prix dans les territoires ultramarins et à mieux contrôler la grande distribution. Je vous laisse écouter les débats. La vie chère impacte notre santé. Avec cet amendement, nous souhaitons renforcer la qualité nutritionnelle des produits du bouclier qualité-prix. Nous reprenons donc la préconisation du Conseil économique, social et environnemental, du CESE, qui consiste à établir un avis préalable de l'Agence régionale de santé concernant la liste de produits retenus pour la négociation annuelle du panier BQP. En effet, la qualité nutritionnelle des produits alimentaires est un enjeu de santé publique. Il doit comporter des fruits, des légumes frais, des produits diversifiés, équilibrés sur le plan nutritionnel, peu gras et peu sucrés. Une telle composition du panier BQP est nécessaire dans un contexte où les territoires ultramarins affichent des taux d'obésité et de diabète supérieurs à ceux de l'Hexagone. Dans les DROM, la prévalence du diabète est 2 fois supérieure à celle relevée dans l'Hexagone. Donc c'est une mesure, c'est une préconisation de bon sens et j'attends que nous le votions, cet amendement. Merci. Merci, Monsieur Lurel, pour 79. Je considère que vous l'avez défendu après ou lors du 29 rectifié, oui. Oui, merci. Avis de la commission sur ces 3 amendements en discussion commune. Alors, sur ces 3 amendements, ce sera un avis défavorable de la commission. Madame la ministre, à vous. Merci, Monsieur le Président. Je vais émettre un avis de sagesse sur l'amendement 29 de Monsieur le ministre Lurel. Moi, je suis favorable. Il y avait un petit problème de réécriture, c'est pour ça que ce n'est pas un avis favorable en tant que tel, mais un avis de sagesse. Mais je considère qu'effectivement, cette disposition va dans le sens d'une meilleure implication des OPMR. Et donc, je n'ai pas de difficulté. En revanche, je demanderai à Mme Corbière... rectifié, vous donnez un avis de sagesse, c'est ça? Sagesse, absolument, Monsieur le Président, sagesse. Je demanderai à Mme Corbière-Naminzo de bien vouloir retirer le sien au profit du suivant qui répond également à la problématique d'inviter systématiquement donc, les associations de consommateurs et de prévoir que... Oui, c'est ça, d'inviter les associations de consommateurs. Pourquoi je suis favorable à celui de M. Lurel? Parce que dans le vôtre, vous demandez à ce que l'ARS soit également, que le préfet ait la possibilité de saisir l'agence si possible, mais en vérité, le préfet pourra le faire, donc c'est pas besoin de l'écrire, il pourra saisir l'ARS autant que de besoin, et donc je préfère l'amendement suivant, donc c'est un avis défavorable, puis un avis favorable au 79 de M. Lurel. Madame Corbière-Naminzo, vous retirez votre amendement au profit du 79 ou le maintenez? Pardon, allez-y, dites-nous. Pardon. Je le maintiens, cet amendement. L'ARS, ça n'est pas une agence, une association de consommateurs. C'est bien un avis sur l'ensemble des produits et pas seulement sur saisie ponctuelle du préfet. Je maintiens mon amendement. Alors, nous allons voter sur le 29 rectifié qui, s'il était adopté, ferait tomber le suivant. Alors, le 29 rectifié, un avis défavorable de la commission et de sagesse du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté. Donc, on vote aussi sur le 117 qui a reçu un avis défavorable de la commission et défavorable du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté. Et le 79 de M. Lurel qui a reçu un avis défavorable de la commission mais favorable du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté. Le 74, M. Lurel. Monsieur le ministre, à vous. Merci, Monsieur le Président. J'ai donné déjà l'essentiel de l'économie du texte. On ne s'est pas entendu. J'ai retiré pour s'associer
le plus rapidement possible à la dynamique nationale des négociations entre l'industrie et les fournisseurs, et en particulier pour l'alimentaire, l'agricole, l'agroalimentaire, l'alimentaire. Là, c'est de dire qu'on ne peut pas rester 6 mois à négocier comme ça se fait dans certains territoires et que les arrêtés préfectoraux sont publiés en juillet. Là, on met une date butoir après 2-3 mois de négociation, comme ici, le ministre peut le faire, il arrête les négociations et il publie, et ça devient exécutoire. On dit qu'au 31 mars au plus tard, il faut que le préfet puisse arrêter les négociations et publier les arrêtés de prix. Merci. Qu'en pense la Commission? Monsieur le rapporteur. Merci, Président. Alors, cet amendement impose au préfet d'engager chaque année avant le 31 mars les négociations sur le BQP. Une telle disposition pourrait rigidifier le processus de négociation, surtout si les éventuelles enquêtes de l'OPMR sur le BQP n'ont pas encore été rendues à cette date. C'est un avis défavorable, Monsieur le Président. Madame la ministre. Merci, Monsieur le Président. Je n'étais pas favorable tout à l'heure à bouger le calendrier sur la date des négociations annuelles commerciales. En revanche, je suis favorable à fixer la date butoir comme vous le proposez pour le BQP. Je pense que c'est une proposition qui va favoriser la possibilité de dérouler rapidement des négociations. Ça va dans le bon sens, donc c'est un avis favorable. Donc nous allons voter sur le 74 qui a reçu un avis défavorable de la Commission mais favorable du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Alors je répète, qui c'est qui est pour? Donc avis défavorable de la Commission, favorable du gouvernement. Voilà, montrez-le en levant bien la main que je sois en capacité de compter et de ne pas me tromper si possible. Qui est contre? Il n'est pas adopté. D'une voix. Deux amendements en discussion commune. Le 75, Monsieur Lurel. Merci, Monsieur le Président. Il s'agit là de ne pas restreindre le champ de la négociation au seul alimentaire, de l'élargir. Le 76, Monsieur Lurel, c'est pareil? Oui. Qu'en pense la Commission, Monsieur le rapporteur? Merci, Monsieur le Président. Donc, le BQP est un dispositif visant à modérer le prix global d'une liste de produits de grande consommation. Le cœur de la problématique de la vie chère en Outre-mer repose sur l'écart des prix alimentaires avec la France hexagonale, plus 40% en Martinique ou en Guadeloupe. C'est la raison pour laquelle il semble pertinent de conserver l'orientation de ce dispositif en direction du commerce à prédominance alimentaire et de ne pas l'étendre davantage, ce qui pourrait constituer une restriction trop importante à la liberté du commerce et de l'industrie. Donc c'est un avis défavorable de la Commission. Concernant le deuxième amendement, cet amendement vise à étendre à toutes les entreprises de commerce de détail à prédominance alimentaire et à tous les fournisseurs l'obligation de participer aux négociations du PQP. C'est en réponse à une remarque du Conseil d'État dans son avis sur le projet de loi que la négociation a été restreinte aux principales entreprises de ce secteur et à leurs principaux fournisseurs. Les arguments pratiques évoqués apparaissent toujours valables, sachant qu'il est prévu dans l'article que toute entreprise, en faisant la demande, pourra participer à la négociation. C'est un avis défavorable de la Commission. Madame la ministre, au nom du gouvernement. Merci, Monsieur le Président. L'amendement 75 va dans le bon sens. Le BQP, c'est un dispositif que l'on soutient et c'est l'ambition du gouvernement aussi de faire en sorte que ce dispositif puisse être étendu aux autres biens et services. Et donc, nous aurons un avis favorable. En revanche, l'avis est défavorable pour l'amendement suivant parce qu'il conduirait à imposer au préfet d'associer toutes les entreprises. Ça risque de rigidifier la procédure et notamment de fragiliser tout le dispositif de sanctions qu'il y a derrière. Donc, favorable au premier, défavorable au second. Merci. Nous allons... Monsieur Lurel, je vous en prie, Monsieur le ministre, allez-y.
Oui, au bénéfice des observations que vient de donner Madame la ministre, je retire le deuxième amendement, le 76. Je maintiens le 75, à savoir ne pas cantonner au seul commerce de détail à dominante ou à prédominance alimentaire. Il y aura 2 négociations, je rappelle. Il y aura un BQP, bon, c'est plutôt les produits de première nécessité ou de grande consommation. Et puis il y aura peut-être, si nous nous entendons là, une deuxième négociation sur les services, et notamment les services culturels déposés par les collègues écologistes. Donc je retire le dernier, je maintiens le 15e pour que nous soyons plus larges dans notre périmètre. Ok, nous allons donc voter sur le 75, puisque vous ne maintenez que le 75, vous avez retiré le 76, donc le 75 a reçu un avis défavorable de la Commission et favorable du gouvernement, qui est pour. Alors levez bien la main que je le... Oui, alors voilà, si on peut ne pas dormir, je vais excuser, je plaisante. 1, 2, 3. Qui est contre? Il n'est pas adopté. Le 77. Monsieur Lurel, toujours. Merci, Monsieur le Président. Il y a une définition juridique des produits de grande consommation. Il n'y a pas de définition juridique et de périmètre tout à fait délimité pour les produits de première nécessité. Normalement, les produits de grande consommation englobent dans un sous-ensemble les produits de première nécessité. Pour éviter des problèmes et des effets de bord, on demande d'intégrer les produits de première nécessité dans le grand ensemble que sont les produits de grande consommation. Merci. Qu'en pense la Commission? Madame Jacques. Alors, le BQP est conçu pour modérer les prix des produits de grande consommation. Ils sont définis par le Code de commerce comme des produits non durables à forte fréquence et récurrence de consommation. Il n'existe pas de définition juridique des produits de première nécessité, mais on voit bien que le produit alimentaire ou d'hygiène constitue des produits de grande consommation et sont donc couverts par le BQP. L'amendement semble donc satisfait, donc ce sera une demande de retrait ou un avis défavorable. Madame la ministre. Merci, Monsieur le Président. Je comprends bien le sens de votre amendement, Monsieur le Ministre. Vous comprenez aussi que cette notion de produit de première nécessité, elle n'est pas circonscrite juridiquement. C'est d'ailleurs pour ça que le projet de loi ne l'a pas maintenu, parce que ça risque de fragiliser tout le dispositif en question. Donc, je vais néanmoins émettre un avis de sagesse, parce que même si l'écriture est imprécise, elle a quand même l'avantage de souligner l'objectif important qui est ici poursuivi du BQP. Donc, c'est un avis de sagesse. Avis? Pardon? Avis de sagesse. De sagesse. Je demande la parole. Monsieur Lurel, je vous en prie. Oui, je peux répondre à ma rapporteure, notre excellente rapporteure et estimée rapporteure. Il y a déjà des arrêtés délimitant, fixant et définissant les produits de première nécessité. Simplement, dans les codes, on se rend compte qu'il y a là un jeu entre grande consommation et produits de première nécessité. Ce n'est pas un ensemble flou en mathématiques ou qui serait un être indéfinissable. C'est pour rassurer que nous demandons à rassembler les périmètres. Voilà, donc je maintiens l'amendement. Vous maintenez votre amendement? Oui, Monsieur le Président. Vous n'accédez pas à la demande du rapporteur. D'accord. Donc nous allons voter sur le 77 qui a eu un avis défavorable de la Commission puisque vous ne l'avez pas retiré et un avis de sagesse du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Le 78, Monsieur Lurel.
Allez-y, chers collègues. Monsieur le Président, d'intégrer, si j'ose dire, l'impératif de promotion des produits locaux dans l'élaboration du BQP afin de favoriser une meilleure éligibilité des produits locaux produits en circuit court. Je rappelle qu'on a modifié le code de la commande publique. J'y ai joué ma part pour dire que, sans parler de protectionnisme, voire même de protection, on peut donner un petit avantage compétitif aux productions locales lorsqu'ils émettent peu de gaz à émission de serre, à condition que ça vienne en proximité. Au lieu de faire venir par avion, on le fait venir par voiture. On peut alimenter les hôpitaux, les EHPAD, les cantines scolaires, les maisons de retraite. Ça a été accepté. Ça dépend de la pondération qu'on met dans le règlement de la consultation ou, comme on dit, dans le cahier des charges. Donc, ça participe de la même philosophie, la promotion des produits locaux. Avis de la commission, Madame Jacques, Madame la rapporteure. Alors, l'amendement vise à encadrer davantage les conditions d'élaboration de la liste des produits composant le BQP. On comprend toutefois mal le parallèle qui est fait par les auteurs de l'amendement avec l'attribution des marchés publics. Cela ne nous empêche pas de partager avec eux la volonté d'offrir aux consommateurs ultramarins des produits de qualité dans le cadre du BQP, et c'est pourquoi les impératifs de santé publique devront être pris en compte et qu'en commission, nous avons ajouté un objectif de promotion des produits locaux de chaque territoire. Il convient de ne pas rajouter davantage de critères qui pourraient avoir pour conséquence de renchérir les prix des produits. Donc, ce sera un avis défavorable. Madame la ministre. Monsieur le Président, je crois que c'est une voie intéressante parce que ça va permettre d'attirer l'attention des négociateurs sur ces éléments à prendre en compte, tout en leur laissant la possibilité et la sagesse d'arbitrer entre des critères qui ne sont pas toujours d'ailleurs convergents entre eux. Donc ça donne une latitude qui est objectivement intéressante. Et puis on aura toujours cet objectif de modération des prix, qui est l'objectif principal du BQP. Et donc voilà, je suis favorable à l'évolution que vous proposez. Allez-y. C'est très aimable, Monsieur le Président. Non, il ne s'agit pas d'introduire les marchés publics. On a pris comme modèle ce qui s'est fait dans le... Là, c'est l'éligibilité. On participe de la... Je ne dis pas que c'est les marchés publics. C'est l'éligibilité qui est dans un continuum politique et économique pour faire comprendre qu'il y a une façon de respecter la législation française et européenne tout en favorisant les productions locales. Voilà, c'est la même chose pour l'éligibilité au sein. Mais ce n'est pas une sorte de confusion pour faire adopter. Bon, si vous ne voulez pas défendre la production locale, je comprendrai, mais j'aurais du mal à... Enfin, je n'approuverai pas. Merci. Nous allons donc voter sur le 78, amendement 78, qui a reçu un avis défavorable de la commission et favorable du gouvernement. Qui est pour ? Qui est contre ? Il est adopté. Je vous le dis, il y avait 3 voix d'écart. Amendement 120, Monsieur Salmon. Allez-y, chers collègues. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, le texte issu de la Commission prévoit que l'élaboration de la liste des produits qui composent le bouclier qualité-prix doit prendre en compte, outre les impératifs de santé publique, celui de la promotion des produits locaux. À travers cet amendement, nous souhaitons renforcer cette mesure en prévoyant que l'accord réserve une part des produits locaux dans ce bouclier. Cette part est nécessairement variable en fonction des caractéristiques du marché local et du potentiel de production du territoire pour les produits concernés par le bouclier. Cette disposition est déjà en vigueur, en principe depuis le décret du 29 juillet 2025. Mais en considérant l'importance de soutenir l'économie et la production, en particulier alimentaire, dans les Outre-mer, il serait bien utile de renforcer la prise en compte de cet enjeu en l'ajoutant à la définition du bouclier qualité-prix, inscrite, elle, dans le Code du commerce. Réserver une part d'approvisionnement local pour les produits vendus en supermarché constitue un levier pertinent pour soutenir la production alimentaire locale,
au bénéfice des consommateurs et donnera davantage de perspectives aux producteurs. En augmentant le nombre de produits commercialisés qui ne sont pas soumis aux surcoûts liés à l'importation, cette mesure doit soutenir l'économie locale et faire diminuer les prix sur des produits essentiels. Merci. Merci. Avis de la commission. Merci, Président. Alors, cet amendement nous semble satisfait par l'ajout en commission de l'impératif de promotion des produits locaux dans le cadre de l'élaboration de la liste des produits composant le BQP et par les dispositions du décret du 26 décembre 2012, qui a été complété en juillet dernier pour préciser que la négociation du BQP doit porter notamment sur la part de produits issus de la production locale. Il s'agit bien d'un enjeu majeur pour les économies ultramarines et le BQP peut être un levier décisif de soutien aux producteurs locaux. C'est pourquoi la Commission a déjà agi sur le sujet. En conséquence, c'est un avis défavorable, Monsieur le Président. Madame la Ministre. Ce sera un avis favorable, Monsieur le Président. Je pense que la présence de produits locaux dans le BQP peut être favorable à leur développement, comme ça a été observé à La Réunion. Et la production locale est un vecteur de développement des territoires. Donc ça peut profiter effectivement directement au pouvoir d'achat des ultramarins. Cette part minimale, elle n'est pas fixée arbitrairement, mais elle est fixée en fonction des capacités de production du territoire. Elle sera donc de fait soumise à l'appréciation du représentant de l'État ainsi qu'à la négociation. Donc je crois que ça coche toutes les cases. Monsieur Salmon. Oui, merci Madame la Ministre pour ce soutien. Je pense qu'effectivement, les produits locaux, on l'a bien vu, sont bons pour l'économie des Outre-mer. Ils sont bons pour le pouvoir d'achat parce que ce sont éventuellement des produits bruts, donc moins chers. Ils sont bons pour l'environnement également, surtout quand ils sont cultivés en agriculture biologique. Et puis, on le sait, c'est aussi une question de résilience pour ces territoires. Et c'est aussi une question de fierté, parce qu'on peut être fier lorsqu'on participe, au moins alimentairement, à l'autonomie de ces territoires. Merci. Monsieur Lurel, je crois que vous aviez souhaité parler, non? Vous avez, d'accord. Madame Concon, allez-y, je vous en prie. Attention que ce ne soit pas une fausse bonne idée. Je rappelle que produire localement coûte très cher et qu'il y a très peu de mécanismes de compensation. Très peu de mécanismes de compensation. Intégrer la production locale dans un BQP où on va forcer les producteurs locaux à baisser leurs prix, c'est une fausse bonne idée. Parce qu'on va faire de ces producteurs des gens qui seront contraints, souvent, et c'est déjà le cas, de vendre au-dessous de leur coût de production. Alors attention, n'oublions pas non plus que nous sommes en situation de sous-production globalisée. Et qu'il n'y a pas de perte pour les producteurs, parce qu'aujourd'hui, tout ce qui se produit se vend sans aucune difficulté. On compense à peine à 20% notre consommation locale par une production locale. Donc, il faut faire très attention à des idées qui peuvent paraître géniales du côté de Paris et pas du tout géniales une fois qu'on atterrit dans des territoires éloignés qui subissent déjà des surcoûts pour les intrants, pour la production et tout ce qui s'ensuit. Merci, cher collègue. Monsieur Melouli, allez-y, cher collègue, à vous. Je crois que si on part du postulat qu'il ne faut rien faire, par exemple parce que l'OPMR n'a pas les moyens, je pense qu'on peut rentrer chez nous. Si on part du postulat que sur la culture agricole, on ne peut rien faire, il faut rentrer chez nous. Là, il s'agit de parler de produits de substitution à l'exportation, à l'importation. Et c'est ça le véritable enjeu. Parce que si on ne fait rien, on ne développera rien. Donc à un moment donné, il faut arrêter aussi de dire « Ah oui, c'est une vraie fausse idée, c'est une idée » et on n'a pas parlé de prix puisque après c'est les négociations. Et aujourd'hui, justement, on ne fait pas la part belle puisqu'aujourd'hui, le coût de la cherté est lié au transport. Donc, travailler sur la substitution des produits locaux agricoles, c'est une bonne idée et non pas une mauvaise idée. Le problème, vous parlez des moyens. Les moyens, on n'est pas là pour en débattre. Les moyens, nous en débattrons dans le budget. Effectivement, il faut accompagner les filières agricoles de nos territoires ultramarins. Merci. Nous allons donc voter sur l'amendement 120 qui a reçu un avis défavorable de la Commission et favorable du gouvernement. Qui est pour ? Qui est contre ? C'est ça, hein ?
Il n'est pas adopté. Le 80, Monsieur Lurel. Président, le gouvernement demande, il me semble, de retirer cet amendement parce que je demande à supprimer principal. Le Conseil d'État ayant dit qu'il y aura trop d'interlocuteurs, trop de partenaires, ce serait une difficulté. Moi, j'ai participé aux négociations, je n'ai jamais vu de difficulté. Principal, c'est fragile juridiquement. Ça veut dire, je suis d'accord pour laisser quelques libertés au préfet, mais je préfère qu'au lieu d'être une faculté, d'être une obligation, au lieu de dire peut inviter, invite par exemple les associations de consommateurs agréées. Là, on va inviter les entreprises principales dominantes alimentaires. Il y en a combien? Il y en a peu. Il y en a très peu. Ce sera quoi? 7 ou 8 entreprises, une dizaine d'entreprises, parce qu'ils dépassent 50 salariés, ils dépassent une certaine taille. Là, c'est au préfet à apprécier celles et ceux qui peuvent le faire. Je prendrai à Mayotte, par exemple. Déjà, dépasser 350 mètres de surface, c'est déjà assez rare. Et donc, on ne peut rien contrôler parce que le seuil est trop haut placé. Là, on laisse une liberté au préfet d'inviter celles et ceux qui peuvent peser dans une zone de chalandise. Voilà le bon sens qui anime cet amendement. Madame Jacques, pour la commission. Je tiens quand même à rappeler que la Commission a rendu obligatoire la négociation annuelle de BQP Service qui n'était que facultatif dans le projet de loi initial. Donc, il nous semble qu'il ne faille pas non plus mobiliser tous les acteurs économiques, sachant que toute entreprise n'ayant pas participé à la négociation du BQP peut y adhérer volontairement ensuite. Parce que plus vous aurez de monde autour de la table des négociations, plus il sera difficile d'arriver aussi à un consensus. Donc il faut faire attention aux éventuels effets de bord. C'est un avis défavorable. Madame la ministre. Oui, merci, Monsieur le Président. Je pense qu'imaginer la participation de l'ensemble des entreprises n'est pas tout à fait réaliste et que ça pourrait fragiliser le dispositif. Je préfère qu'on laisse à la main du représentant de l'État. Ce sera donc un avis défavorable. J'en profite, Monsieur le Président, juste pour dire un mot sur l'amendement précédent, répondre à Madame Concom. Vous m'avez reproché de ne pas aller assez loin dans le développement économique des territoires, mais tout à l'heure, c'était aussi l'occasion d'avancer sur l'économie locale, sur le développement des filières. Ça peut avoir un effet inflationniste à court terme, mais ça développe aussi le pouvoir d'achat, l'emploi sur les territoires. Et vous me le reprochez tout autant. Voilà, nous allons donc... Ah, Monsieur Lurel. Je retire l'amendement. Vous le retirez. J'ai ensuite deux amendements qui font l'objet d'une discussion commune. Le 149, Madame Jacques et Monsieur Buval, au nom de la Commission des affaires économiques. Présentez-le, cher collègue rapporteur. Donc, le présent amendement vise à préciser les services qui devront faire l'objet chaque année dans les collectivités ultramarines d'une négociation en vue de l'élaboration d'un bouclier qualité-prix. S'il est proposé de laisser au préfet une grande marge d'appréciation pour déterminer ce correspondant le plus aux besoins essentiels de la population, il apparaît nécessaire d'en faire figurer à titre obligatoire deux dans la loi qui renvoient à des problématiques communes à l'ensemble des collectivités d'outre-mer. Il s'agit de l'entretien automobile, alors que l'usage de la voiture y est indispensable dans la vie quotidienne et que ce secteur économique est dominé par un nombre réduit de grands acteurs, et des télécommunications, téléphonie mobile et Internet, qui n'ont pas connu ces 2 dernières années la même baisse de prix que dans l'Hexagone. Merci. Le 81, Monsieur Lurel. Ah, mais non, j'ai demandé le... C'est le même esprit. Je ne sais pas si c'est vraiment la même rédaction. Il s'agit des offres d'équipements et d'abonnements téléphoniques et Internet. On va devoir encore l'élargir puisque j'ai été attentif à des amendements déposés par un écologue et écologiste sur les services culturels. Et là, c'est les services. Et il me semble, les prestations automobiles. Je ne parle pas encore des pièces, première et deuxième monte. Là, c'est les réparations chez les garagistes. Donc, il faut élargir. Alors, c'est pourquoi il faut qu'on comprenne... Alors, j'ai peut-être moi mal compris qu'il y aura une négociation BQP, c'est plutôt l'alimentaire,
On ne veut pas intégrer la droguerie, la pharmacie, les cosmétiques et que sais-je encore, l'hygiène et les soins. Là, il s'agit de la télécommunication et des véhicules qui coûtent affreusement cher. Donc voilà. Avis de Madame la Ministre sur le 149. Oui, merci Monsieur le Président. C'est un avis favorable. C'était l'intention initiale du gouvernement. Il nous a semblé au départ que ça ne relevait pas du niveau de la loi, mais c'est un très bon amendement. Oui, l'avis de la Commission donc sur celui de Monsieur Lurel, le 81. C'est un avis défavorable, Monsieur le Président. Madame la Ministre sur le 81. Même avis. Favorable. Nous allons voter donc sur l'amendement porté par la Commission, le 149. Le gouvernement a donné aussi un avis favorable, donc qui est pour? J'imagine pratiquement tout le monde. Qui est contre? Et il est adopté, le 81, avec un double avis. Ah oui, il tombe, tout simplement, puisqu'on a adopté le précédent. Le 121, Monsieur Melouli. Merci, Président. Alors, c'est effectivement c'est l'alinéa 8 qui, pour compléter cet alinéa, par les mots « et sur une liste de produits et services culturels ». Je ne surprendrai personne en vous disant que les ultramarins ont aussi une vie sociale et culturelle. Et donc, effectivement, ce serait d'étendre à ces produits. Ça complète ce qui a été dit. Parce que l'article 2 du projet de loi prévoit dans ce 8e alinéa des négociations annuelles de modération de prix d'une liste de services dans le cadre du bouclier qualité-prix. Dans les Outre-mer, la vie chère s'étend notamment aux produits et services culturels. Entre autres, les livres, en ne répondant pas à un but scolaire, dérogent à une fermeté des prix prévue par la loi numéro 81-766 du 10 août 81 relative au prix du livre. L'arrêté du 10 mars 2018 prévoit en conséquence un coefficient de 1,15 sur le prix initial qui majore le prix du livre en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, dans le département de Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon. Cette dérogation donc, a pour conséquence une augmentation du prix de plusieurs euros sur le livre. Par exemple, à La Réunion, c'est 4 euros de différentiel par rapport à l'Hexagone, alors que les Ultramarins ont un pouvoir d'achat en moyenne plus faible et que 900 000 d'entre eux vivent sous le seuil de pauvreté. Une telle différence renforce les inégalités dans l'accès à la culture entre nos citoyens ultramarins et ceux résidant en Hexagone, alors que ces territoires sont les plus touchés par l'illettrisme. Étendre l'accès aux livres et autres produits et services culturels est un vecteur supplémentaire de réduction des inégalités et un pas de plus vers l'accès à l'éducation pour tous. Merci. L'avis de la Commission, Madame Jacques. Alors, cet amendement propose d'étendre le BQP services aux produits et services culturels. Ces auteurs regrettent que le prix unique du livre ne soit pas applicable dans les collectivités d'outre-mer. Cela se justifie par les caractéristiques propres de ces territoires et leur éloignement par rapport à l'Hexagone. Aucun prix de produit importé ne pourra être identique à celui proposé dans un commerce hexagonal. Les prix des livres restent toutefois encadrés puisque le prêt hexagonal est majoré de 15%, ce qui est bien plus faible que l'écart de prix constaté par l'INSEE sur les produits alimentaires qui sont proches de 40%. Il serait par ailleurs malaisé de déterminer une liste de livres ou de produits culturels dont les prix seraient encadrés. Et je tiens aussi à rappeler qu'à l'initiative de notre collègue Catherine Coconne, une loi a été adoptée en 2023 visant à préserver l'équilibre économique des salles de cinéma outre-mer. Donc il faut aussi veiller à garder un équilibre et à ne pas en vouloir trop en faire basculer et nuire aux petits commerces de proximité, enfin aux petits libraires. Donc ce sera un avis défavorable. Madame la Ministre. Défavorable pour les mêmes raisons. Je m'étais inscrite sur l'article 6 pour effectivement parler de ce texte qui a pour objet de répondre aux enjeux spécifiques des territoires ultramarins, mais plus largement des DROM et notamment des Antilles. Le problème de ce texte, c'est qu'il a été érigé comme une urgence, mais aussi comme une priorité par le gouvernement, voire même par certains, l'alpha et l'oméga de la lutte contre la vie chère dans les territoires ultramarins. Et nous voyons bien depuis le débat combien il faudra être prudent sur nos commentaires en sortant effectivement de ce texte, parce que les résultats seront obligatoirement des frustrations
pour nos territoires ultramarins et pour ceux qui y vivent, puisqu'on ne sera pas à la hauteur de la difficulté. Et donc, il faudra qu'on fasse comprendre qu'on a souhaité effectivement améliorer l'ensemble des dispositifs qui étaient en notre possession aujourd'hui ou sur lesquels on avait travaillé, mais en aucun cas, effectivement, l'emmener comme une solution à tous les sujets. Et je voudrais juste dire sur l'article 6 très rapidement, attention pour certains territoires, comme je l'ai dit tout à l'heure, et notamment Saint-Pierre-et-Miquelon, à plus de contrôle, à plus de rigidité, en ajoutant un certain nombre de contraintes. C'est compliqué dans certains territoires, je le redis, les grandes surfaces à Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est une seule structure, ce qui veut dire qu'à chaque fois qu'on rajoute des contraintes dans un territoire qui est suradministré comme le mien, eh bien, ça peut ensuite se vivre comme de la pression permanente. Donc voilà, je ne vais pas prendre la parole sur chaque article, du moins oui, sur chaque article ou chaque amendement, mais soyons très vigilants sur la manière dont on traite les choses sur chaque territoire. Si la problématique est globale, les solutions doivent être imaginées territoire par territoire et donc par les préfets. Merci. Monsieur Gay, vous avez demandé la parole sur cet article 6. Oui, merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Bon, effectivement, la vie chère, et nous le disons depuis le départ, regroupe beaucoup de questions. La question des salaires, la question de l'accès au logement et de son coût, l'accès d'accords bilatéraux et beaucoup d'autres choses. Mais la question de la vie chère est intimement liée à la question de la transparence des coûts des grands groupes. Parce qu'il y a une question, c'est qu'elle est intimement liée d'abord. On a un système qui est issu de la colonisation, de la profitation. On a quelques grandes familles qui détiennent près de 80% des marchés, de la supérette à la location de voitures jusqu'à l'hôtellerie. Et ces grands groupes, notamment les GBH, le groupe Bernard Arnault, Parfait, ces grands groupes en plus ne publient pas leurs comptes. Il a fallu d'ailleurs pour que le groupe Bernard Arnault publie ses comptes, que 4 lanceurs d'alerte les amènent aux tribunaux pour qu'enfin ils publient leurs comptes après des dizaines d'années de combat. Et la question, c'est que la vie chère, c'est 4 à 19% de plus, notamment sur les produits de première nécessité. Et évidemment, aux Antilles et en Guyane, c'est plus de 40%. Donc la question fondamentale, nous ne pouvons pas nous y attaquer si nous ne connaissons pas la réalité des marges arrière de ces groupes. Bien sûr, l'éloignement, bien sûr, l'octroi de mer, mais quelle est la marge arrière de ces groupes? Donc, il faut gagner la transparence. Et pas que sur les grandes supérettes. Parce que, je le redis, ces groupes détiennent à peu près tout et 4 familles se partagent le gâteau. Il faut donc travailler absolument sur cette question de transparence. Et quand nous aurons gagné la transparence, là, nous pourrons définir qu'est-ce qu'il faut faire. Est-ce qu'il faut bloquer les prix, réduire la TVA, etc., etc. Voilà le vrai débat. Et donc, je vous le dis, Madame la Ministre, ne le bloquez pas. Ne le bloquez pas parce que ça devient une absolue nécessité pour l'ensemble des populations d'outre-mer. Je vous remercie. Merci. Madame Conconne, vous voulez vous exprimer sur la totalité de l'article. Il faut être transparent sur la transparence et il faut donner des éléments qui soient tangibles. Cette demande qui est faite, elle est satisfaite. Encore une fois, je vais à l'OPMR et aujourd'hui, et encore plus depuis ce qui s'est passé l'année dernière, tout est transmis à la direction de la concurrence et des fraudes. Tout. Il y a 3 personnes qui sont attachées à ces contrôles-là et qui les font avec les éléments de caisse, avec les factures d'achat, avec tout. Les distributeurs sont épluchés régulièrement. Régulièrement. C'est déjà le cas. Deuxièmement, quand on dit qu'il y a de la concentration, etc., je rappelle, et là c'est du factuel, c'est vérifiable, ce n'est pas du doigt mouillé ni de l'impression. Il y a 7 groupes de distribution à la Martinique. Je prends le cas de la Martinique, puisque c'est de nous que tout est parti. Il y a exactement le même nombre en France. 68 millions d'habitants de côté, 350 000 de l'autre. 7 par là, 7 par là. Tous ceux qui ont voulu venir ont fait marche arrière puisque le marché est tellement étroit qu'il est devenu pas attractif. On se marche sur les pieds.
Donc là aussi, il faut bien connaître la situation, bien s'en imprégner et, encore une fois, soyons transparents avec la transparence. Merci. Nous passons... Oui, Monsieur Lurel, vous avez un amendement. Vous voulez une expression sur la totalité de l'article? Allez-y. Merci, Monsieur le Président, pour votre mensuétude. Je répète, sans vouloir m'opposer à tel ou tel, qu'il y a des monopoles, qu'il y a des oligopoles en Outre-mer. 5-7, c'est déjà un oligopole. Et c'est même une cartélisation pour certains. Mais le pire, ce n'est pas les monopoles ou les duopoles ou les monopsomes. Le pire, c'est l'intégration verticale. Donc, avec tous les maillons d'une chaîne qui n'est pas transparente, qui est parfaitement opaque, avec des prix d'intermédiation et des prix de cession interne, avec remontée de dividendes dans des sociétés, dans des holdings, etc. Et c'est ça qui gangrène le paysage concurrentiel. J'ai bien voulu accepter, je suis un homme de gauche, j'ai bien voulu accepter le dogme de la concurrence, que le marché règle tout et qu'on va tout laisser faire. Le renard libre dans le poulailler libre. Donc, on a dit qu'on ne va pas encadrer, et depuis la dure en 86, on a décidé que c'est le marché libre. Et donc, on n'encadre plus. OK, on fait ça. Donc, on fait dans la régulation. Mais la régulation est tellement modérée pour respecter ce dogme qu'on ne règle rien depuis 50 ans dans nos territoires. On demande au gouvernement et au ministre qui est au banc, elle vient d'arriver, c'est vrai, il découvre des choses. Mais la consigne qui est donnée, nous ne finançons rien. Et quel que soit le fonctionnement, les dysfonctionnements et les distorsions, eh bien, ce n'est pas notre affaire, on s'en bat l'œil. Voilà ce qu'on tente de dire là, en régulation modifiée. Ce que vient de dire Fabien Gay, il a raison, on a une béance statistique, on ne peut même pas informer. Et je finis, Monsieur le Président, et merci pour cette générosité. Quand vous avez devant la Cour d'appel, seule compétente pour le droit de la concurrence, ils vous disent qu'il vous faut une chronique d'information, de prix, de marge sur 5 ans. Le reste, les lobbies ont de grands avocats, vous êtes déboutés. C'est le rôle du gouvernement de nous faire savoir en microéconomie, en mésoéconomie et en macroéconomie, avec le secret, le respect. C'est la DGCCRF qui garde, hélas par devers elle, tous ces documents. Ce n'est pas exposé, même ça vous refusez. C'est désespérant. Merci, chers collègues. Restez debout pour nous présenter l'amendement 89. Vous allez passer du poulailler à la prédominance alimentaire, chers collègues. C'est supprimer à prédominance alimentaire. Voilà. Merci. Quel est l'avis de la commission ? Oui. Sur la prédominance alimentaire. Non, je ne serai pas le renard du poulailler. Alors, Monsieur le Président, cet amendement propose d'inclure dans le champ de l'obligation de transmission de données économiques les commerces de distributeurs qui ne sont pas à prédominance alimentaire. L'obligation ne concernerait en effet, selon la rédaction actuelle de l'article 6, que certaines entreprises de la distribution, pour mémoire, il s'agit des acteurs de la grande distribution présents sur les territoires ultramarins pour leurs magasins à prédominance alimentaire de plus de 400 mètres carrés. Si l'idée peut sembler séduisante, il convient de circonscrire les nouvelles obligations à la grande distribution dans le secteur alimentaire. C'est un avis défavorable, donc, Monsieur le Président. Merci. Madame la ministre, quel est l'avis du gouvernement sur l'amendement 89 ? Oui, merci, Monsieur le Président. Je voudrais dire à Madame la sénatrice Conconne qu'elle a raison, puisque c'est vrai qu'en Martinique, effectivement, il y a cette transparence temporaire qui a été mise en place, même s'il n'y a pas de cadre juridique. En tout cas, on voit que ça fonctionne effectivement chez vous. Là, l'idée, c'est vraiment effectivement de donner un cadre légal. Moi, je ne vois pas de souci à ce qu'on étende la transparence. En tout cas, je partage le souci du ministre Lurel à étendre ce souci de transparence, effectivement, à ne pas le limiter, en tout cas, au commerce à prédominance alimentaire. Et donc, sur l'amendement qui vient de présenter, effectivement, je donne un avis favorable. Merci. Je mets aux voix cet amendement 89 avec un avis défavorable de la commission et un avis favorable du gouvernement. Qui est pour ? Qui est contre ? Je vais le remettre aux voix.
s'il vous plaît. Donc sur l'amendement 89, avec un avis défavorable de la commission et un avis favorable du gouvernement, ceux qui sont pour lèvent la main, s'il vous plaît. Merci. Qui est contre ? Non, moi j'ai 20 pour 19. Enfin, je vais être obligé de faire un assis debout parce que c'est un amendement important et on a une voix d'écart. Voilà. Donc, on clôturera après, mais je pense que pour finir la session, autant de le faire correctement. Donc, ceux qui sont pour l'amendement 89 se lèvent, s'il vous plaît. Ceux qui peuvent se lever se lèvent. Voilà. Merci. Ceux qui sont contre l'adoption de l'amendement se lèvent. Il n'est pas adopté. Je vous remercie. Nous passons ensuite, Monsieur Lurel, à l'amendement 90. Les surfaces minimales à partir de laquelle on contrôle de descendre de 400 mètres carrés à 350 mètres carrés. Alors évidemment, ça peut être peut-être de territorialisé. 400 passer à 350 mètres carrés. Et l'avis de la commission, Madame la rapporteure. Ce qui a été présenté, c'est que c'est une donnée 350, c'est une donnée en vigueur dans le Code du commerce de la Nouvelle-Calédonie. Le ministre Victorin Lurel propose d'aligner les autres territoires sur cette superficie. Ce sont des questions de seuil de surface qui semblent assez pertinents, mais qui appellent l'expertise du gouvernement. Donc nous allons demander l'avis du gouvernement. Merci. Quel est l'avis du gouvernement ? L'avis du gouvernement, Monsieur le Président, sera défavorable parce qu'on est sur un seuil différent du seuil habituel sur les 400 effectivement, mètres carrés, sauf, vous l'avez indiqué, en Nouvelle-Calédonie, mais uniquement pour le coup en Nouvelle-Calédonie. On viendrait créer une charge supplémentaire pour les entreprises qui exploitent des surfaces entre les deux, pour le coup. Donc ça ne nous paraît pas justifié. Quel est l'avis de la commission ? Vous suivez l'avis du gouvernement ? D'accord, donc c'est défavorable. Je mets aux voix cette... Oui, Monsieur Lurel, vous avez la parole pour explication de vote. Mais je vous en prie. Ce qui est habituel, Madame la Ministre, ce n'est pas 400 mètres carrés. Je peux vous dire, c'est tout à fait innovant, 400 mètres carrés. C'est 300 mètres carrés ou 350 mètres carrés. Et la Nouvelle-Calédonie a accepté 350 mètres carrés. Mais 400 mètres carrés, vous trouvez ça peu dans le Code du commerce. C'est en général 300 mètres carrés. Là, c'est 350 mètres carrés. Et Saïd, qui est notre collègue, me dit, mais à Mayotte, moi, je n'ai pas les trucs à 400, même à 300. On ne pourra pas les contrôler. Donc, c'était juste une remarque. Madame Corbière-Naminzo, vous avez la parole pour explication de vote. Oui, je souhaitais faire cette explication de vote et expliquer que nous allions voter pour cet amendement sur les motifs que notre collègue Lurel vient de donner. Au cours de nos échanges depuis le début des débats, il n'a pas été dit, mais peut-être qu'il faut le redire, nous parlons de territoires insulaires pour la plupart, assez contraints en dehors de la Guyane, mais à aucun moment il a été question de la pression foncière. La pression foncière qui génère de la spéculation foncière, qui a une incidence sur les loyers dont on n'a pas voulu parler auparavant, mais ce sont là des éléments de réalité. Donc abaisser ce seuil, c'est ramener les choses à des réalités ajustées par rapport à nos territoires. Donc moi, j'invite vraiment le Sénat à voter cet amendement de bon sens. Nos territoires ne sont pas extensibles et nous sommes à des milliers de kilomètres de l'Hexagone. Quand il n'y a plus de solution chez nous, on ne peut pas aller sur la mer. Le 95, Monsieur Lurel.
C'est un amendement important qui consiste à exprimer en valeur absolue et en pourcentage dans la négociation commerciale les données relatives aux tarifs de chacun des fournisseurs. Là aussi, c'est opaque. On demande un peu plus de transparence. Et c'est par fournisseur et par ligne de produits. Alors, je sais que ça posera un problème dans un autre amendement, les lignes de produits, mais c'est le meilleur indicateur pour savoir réellement ce qui se passe dans les rayons. Voilà. Quel est l'avis de la commission, monsieur le rapporteur? La commission est favorable, mais nous demandons quand même l'avis du gouvernement pour que le gouvernement clarifie les informations qui sont demandées par la commission. Alors nous sommes toutes oui, madame la ministre. Oui, merci Monsieur le Président. C'est un avis défavorable, mais parce qu'il me semble que ça relève davantage du pouvoir réglementaire, puisque ce sont des précisions qui devront être inscrites dans le cadre du décret qui sera pris en Conseil d'État. Et nous, gouvernement, on sera vigilant à ce que le niveau de détail que vous avez exprimé y soit inclus. Voilà. Donc, bon, je considère effectivement que ça n'est pas la place ici dans ce projet de loi. Monsieur le rapporteur, quel est votre avis par conséquent? Il est défavorable. Monsieur Lurel, je vous en prie. On entre dans, si j'ose dire, les changements structurels pour que le fonctionnement soit plus clair, plus transparent et, j'espère, plus efficace. Il s'agit des indicateurs, des informations qu'on voyait sur les marges arrière. Tout à l'heure, il y aura des amendements sur ça. Ça participe là aussi à dissiper l'opacité qui préside à tout ça. Et donc, on dit défavorable, on dira défavorable surtout, on n'aura rien changé dans le droit de la concurrence outre-mer. Moi, j'insiste pour que les collègues votent ça. D'autant plus que c'est secret, ce n'est pas nous, mais au moins l'État aura des moyens pour mieux décider. J'en prie, mes chers collègues, allez-y. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, moi aussi, je vous invite à voter cet amendement. Nous parlons dans ce chapitre de la transparence, nous parlons de la vie chère, et si nous voulons savoir précisément comment agir, puisqu'on voit bien qu'on essaye d'avancer, on voit bien que chaque territoire est différent, qu'il va falloir, si on veut être efficace, aller presque sur du cas par cas. Pour avancer clairement sur ce sujet, il faut savoir où sont les marges, et ces marges arrière, nous savons, elles sont très importante. Donc, il est nécessaire d'avoir la visibilité, d'avoir la transparence. Je pense que dans cet hémicycle, dans la délégation, au sein de la délégation aux Outre-mer, ce sujet a été souvent abordé. Nous savons que pour agir, nous devons savoir vers quoi nous allons. Donc, il faut nécessairement faire la transparence sur les marges arrière. Sinon, on continuera de naviguer dans le brouillard. Merci, Madame Cambert-Damaso. Je mets aux voix l'amendement 95. Il a reçu un avis défavorable de la commission et défavorable du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté. Un amendement numéro 96, Monsieur Lurel. C'est Monsieur le Président. Là, il s'agit aussi d'indicateurs, si j'ose dire, pour faire du benchmarking, pour faire de la comparaison par territoire et non pas, comme certains le disent, par groupe du secteur alimentaire. On n'en tirera rien. Que se passe-t-il sur ces marges en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et ailleurs? En Guyane et que sais-je encore. Donc, on demande de faire ces comparaisons avec l'Hexagone et là, on pourra, je dirais, mieux informer, donc mieux décider. On demande donc à adopter cet amendement. La commission. Madame la rapporteure. Alors, les rapporteurs s'en remettent à la sagesse du Sénat. Avis de sagesse. Avis du gouvernement, Madame la ministre. Oui, Monsieur le ministre, je vois bien l'objectif effectivement que vous portez. Vous voulez au fond savoir s'il y a ou non discrimination de la part du fournisseur entre les conditions outre-mer
et celle pour l'Hexagone, mais la manière effectivement dont le dispositif est rédigé n'est pas cohérent avec l'économie générale de l'article, parce qu'on va avoir une extension qui va constituer une obligation finalement impossible pour les distributeurs, pour certains distributeurs, et qui va décourager un distributeur qui serait présent dans l'Hexagone de continuer à exploiter lui-même une activité de distribution outre-mer. Donc c'est contre-productif, mais l'objectif que vous visez, me semble-t-il, il est déjà traité à travers les dispositions de l'article 8, notamment. Donc c'est défavorable. Je mets aux voix l'amendement 96. Il a reçu un avis de sagesse de la commission et défavorable du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Est adopté. Amendement 110 de Madame Corbière-Naminzo. Je vous en prie, mes chers collègues, allez-y. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, cet amendement vise à introduire une exigence simple mais essentielle, la transparence sur les liens entre les distributeurs et leurs centrales d'achat ou sociétés importatrices. Cet amendement vise à combler un angle mort que nous connaissons bien, celui des marges cachées dans les groupes intégrés. Nous l'avons vu avec les lois Egalim, on a imposé la transparence entre producteurs et distributeurs, on a encadré les négociations commerciales, mais les grands groupes ont trouvé la parade. Ils ont simplement déplacé la marge en la réalisant en amont dans les centrales d'achat ou des filiales d'importation. Ces filiales, souvent situées hors du territoire, parfois même à l'étranger. Résultat, les prix en rayon continuent d'augmenter pendant que les profits se font ailleurs, à l'abri du contrôle public. Ainsi, dans les Outre-mer, une partie importante des marges se joue en amont de la chaîne, dans les transactions intragroupes. Et ce que nous proposons ici avec cet amendement, c'est de mettre fin à cette opacité organisée, obliger les enseignes à déclarer l'identité et le siège social de leur centrale d'achat, ainsi que les conditions d'achat et de vente intragroupes. Cette simple exigence permettra à la DGCCRF et à l'autorité de la concurrence de reconstituer toute la chaîne de valeur, depuis l'importation jusqu'au rayon. Car tant qu'on ignore où la marge est captée, on ne combat pas la vie chère, au contraire, on la subventionne. Merci. Quel est l'avis de la commission, monsieur le rapporteur? Merci, Président. Donc, cet amendement vise à prévoir la transmission à la DGCCRF et à l'autorité de la concurrence des informations sur les conditions d'achat et de vente intragroupe, de manière à limiter les pratiques de transfert de bénéfices via des filiales importatrices. Ce dispositif radical de transparence peut apparaître séduisant, mais il va sans doute trop loin et pourrait se heurter au secret des affaires. Nous y sommes donc défavorables. Avis du gouvernement, Madame la ministre. C'est un avis défavorable parce qu'en réalité, regardez de près, il est satisfait. Il a l'air même d'être moins disant que l'article 7 qui est proposé dans le texte. Il donne l'impression que... Enfin, il laisse croire que le dispositif pourrait se limiter aux seuls échanges entre les sociétés du groupe de distribution, alors que justement, il vise bien à cibler les échanges avec les vrais fournisseurs, et y compris en cas de recours à une centrale d'achat. Donc, il me semble bien satisfait. C'est donc une demande de retrait ou un avis défavorable. Je mets aux voix l'amendement 110. Il a reçu un avis défavorable de la commission et défavorable du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté. Le 123, monsieur Mellouli. Voilà. Je reviens pour que nous fassions le chemin complet. Et donc, je vais parvenir sur l'amendement précédent, le 122, puisqu'il va être transcrit dans l'article 7 à l'alinéa 3. Et donc, il reste effectivement dans la dernière phrase je propose de remplacer le montant de 750 000 € par les mots 4% du chiffre d'affaires annuel hors taxe réalisé en France lors d'un exercice clos. Effectivement, comme mes collègues l'ont dit, ces sanctions visent à décourager ceux qui voudraient frauder sur les marges arrière. Et donc, cet amendement, cet alinéa viendrait compléter l'amendement 122 que vous venez de voter. Et je vous en remercie et je vous félicite parce que c'est montrer que la République, elle est ferme avec tout le monde, elle n'est pas faible avec les forts, elle est ferme avec tous ceux qui tentent de frauder et qui ne respectent pas les règles du jeu et les lois que l'on vote. Avis de la commission, monsieur le rapporteur.
Merci, Monsieur le Président. Donc, cet amendement, déjà rejeté en commission, propose de porter à 1 ou à 4% du chiffre d'affaires la sanction en cas de non-transmission par les distributeurs des informations sur les marges arrière prévues par l'article 7 du PJL. Dans le but de garantir l'effectivité du dispositif et s'assurer que les grandes enseignes de la distribution transmettent les données attendues, une amende de 75 000 € pour une personne physique et de 375 000 € pour une personne morale est prévue, ces montants étant doublés en cas de récidive. Il convient de rester dans un niveau de sanction proportionné à la faute commise. Autant le non-dépôt des comptes obligations résultant du droit national et du droit de l'Union européenne doit pouvoir faire l'objet de sanctions en pourcentage du chiffre d'affaires, autant la sanction en cas de non-transmission d'informations sur les marges arrière doit rester mesurée. Avis défavorable. Avis du gouvernement, Madame la Ministre. Oui, monsieur le sénateur, vous avez raison, il faut être ferme avec tous, mais il faut être juste avec tous. Vous êtes sur un montant d'amende qui est très élevé et qui heurte ici des principes, y compris les principes constitutionnels de proportionnalité. Le montant de 375 000 €, le montant actuel, il correspond à ce qui se pratique, il est cohérent avec ce qui est d'ailleurs prévu dans le Code de commerce, d'autant qu'on est là sur des obligations déclaratives, on n'est pas sur autre chose. Et puis alors, si je peux me permettre, vous n'y allez pas avec le dos de la cuillère, puisque sur le principe de doublement de l'amende en cas de réitération, vous êtes sur un quadruplement. Donc on est quand même très loin dans la proportion, avec les risques que ça implique à la fois pour la viabilité de l'entreprise et vis-à-vis de l'échelle des peines que vous connaissez. C'est donc un avis défavorable. Monsieur Mellouli, vous voulez prendre la parole pour une explication Je m'excuse, mais je crois qu'il y a une petite confusion. On vient de voter l'article 122 pour les 375 000 €. Je parlais des 750 000 € d'amende qui est dans le dernier paragraphe de l'article 7 et auquel je demandais, puisque nous avons mis 1% sur le truc. Et je suis désolé de vous le dire, mais en termes d'équité, le pourcentage est plus équitable. Parce que 375 000 €, en fonction du chiffre d'affaires, ça ne représente pas la même chose. Quand certains paieront 0,007%, alors d'autres, ça leur coûtera 20% de leur chiffre d'affaires. Ça, c'est aussi une inégalité profonde. Et je parlais du deuxième alinéa, du dernier article de 7, parce que celui-là vient d'être voté, Madame la Ministre. Donc, si vous voulez le remettre en cause, c'est votre droit, mais il a été voté par le Sénat. Donc, c'est le deuxième passage sur les 750 000 €. Donc, si on ne sait pas de quoi on parle, ça va devenir problématique de débattre. Merci, mon cher collègue. Madame Corbert-Manamazo, pour explication de vote. Merci, Monsieur le Président. Alors moi, je regrette, mais je ne comprends pas trop ce qu'on est en train de faire là. Parce que d'un côté, on dit le secret des affaires, on ne va pas aller regarder, ça c'est tabou, on n'y touche pas, on ne veut pas savoir combien ils s'en mettent plein les poches. Et puis de l'autre côté, on est en train d'essayer de pinailler pour savoir qu'est-ce qui va leur faire mal. On ne saura pas ce qui leur fera mal si on n'a pas la vérité sur le secret des affaires. Monsieur Lurel, pour explication de vote. Oui, merci, Monsieur le Président. Sans trop allonger. Il s'agit de réitération après 2 ans. Il s'agit donc de récidivistes qui n'auront pas été dissuadés malgré le montant de 750 000 €. Lorsque vous avez affaire à des endurcis, vous faites quoi? Bon, eh bien, voilà, on a voté son amendement. Il y a un moment, donc c'est pas incohérent. Là aussi, c'est cette demande de transparence qui paraît une sorte de charge insupportable. Mais quand on résiste à respecter la loi, comment faire? Eh bien, il faut que la loi sévisse. Là, on va voter ça. Je mets aux voix l'amendement 123. Il a reçu un avis défavorable de la commission et défavorable du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Il n'est pas adopté. Amendement numéro 50. Je vous en prie, ma chère collègue. Merci, Monsieur le Président. Pour répondre à la revendication récurrente de transparence, et parce que l'on sait également qu'à l'image de communes qui préfèrent s'acquitter d'amendes que de respecter la loi SRU, certains groupes ou filiales ne préfèrent pas et
et d'autres préféreront ne pas respecter celle-ci. C'est pourtant un véritable enjeu d'ordre public, un enjeu sociétal, et c'est pourquoi les sanctions de non-respect en cas de réitération du manquement dans un délai de 2 ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive doivent être dissuasifs et pouvoir être assortis d'une peine complémentaire d'interdiction de gérer un commerce pendant 1 an. Cet amendement vise donc à adopter les sanctions au principe de réalité et au regard de la structuration de certains secteurs économiques à caractère monopolistique, oligopolistique, voire prédateur de certaines entreprises, et cela au détriment de l'intérêt général. Merci, ma chère collègue. Avis de la commission. Madame la rapporteure. Merci. Donc, c'est un amendement qui a été rejeté en commission qui propose de prévoir une peine complémentaire d'interdiction de gérer un commerce pendant 5 ans. Alors, Madame Bélim a annoncé 1 an, mais sur l'amendement, il est mentionné 5 ans en cas de non-transmission par les distributeurs des informations sur les marges arrière prévues par l'article 7 du projet de loi. Dans le but de garantir l'effectivité du dispositif et s'assurer que les grandes enseignes de la distribution transmettent les données attendues, une amende de 75 000 € pour une personne physique et de 375 000 € pour une personne morale est prévue. Ces montants étant doublés en cas de récidive, il convient de rester à un niveau de sanction proportionné à la faute commise. D'autant le non-dépôt des comptes, obligation résultant du droit national et du droit de l'Union européenne, doit pouvoir faire l'objet de sanctions de pourcentage du chiffre d'affaires. Autant la sanction en cas de non-transmission des informations sur les marges arrière prévues par l'article 7 doit rester mesurée. Et lorsqu'on dit aussi que l'on veut lutter contre les monopoles, si vous privez une entreprise d'exercer pendant 5 ans, on va à rebours de ce qu'on voudrait mettre en place. Voilà, donc c'est un avis défavorable. Avis du gouvernement, Madame la ministre, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. Bon, dans ce type d'exercice, nous sommes contraints de nous restreindre à ce qui existe, à comparer effectivement avec ce qui se pratique et à respecter encore une fois l'échelle des sanctions, parce que si on est hors des clous, vous avez demain une question prioritaire de constitutionnalité, le dispositif, il tombe. Là, on est sur une obligation de déclaration et donc une interdiction de gérer, dont je rappelle que c'est une sanction très grave dans la hiérarchie, très grave, puisque c'est une atteinte à une liberté constitutionnelle. La liée à une obligation déclarative, pour le coup, ça me paraît disproportionné sur le plan juridique. D'autant que, vous le savez, ça ne peut pas être une mesure de simple administration. Il faut qu'il y ait un tribunal, à un moment donné, qui intervienne pour prononcer une telle interdiction, ce qui n'est pas d'ailleurs prévu ici. Je suis donc défavorable. Je mets aux voix l'amendement 50. Il a reçu un avis défavorable de la commission et défavorable du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté. Je mets aux voix l'article 7. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Article additionnel après l'article 7. Le 112, qui est défendu par Madame Gréaume. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, cet amendement vise à donner à l'État un pouvoir d'encadrement temporaire des marges dans les secteurs où la concurrence n'existe tout simplement plus. Cela répond à un constat simple, mais alarmant. Dans certaines collectivités d'outre-mer, 3 entreprises ou moins contrôlent plus de 70% de la distribution de produits essentiels. Cette situation d'oligopole, combinée à l'éloignement géographique et aux coûts logistiques, crée un terreau fertile pour des marges abusives. Quelques exemples. Des prix du riz, des pâtes ou des couches pour bébés, parfois 30 à 50% plus élevés qu'en métropole, sans justification économique autre que l'absence de concurrence. Face à cette situation, l'État a le devoir d'intervenir. Notre solution, un mécanisme ciblé, proportionné et temporaire, permettre au préfet, après analyse, de fixer un taux maximal de marge brute pour ces produits. Inspiré des dispositifs existants pour les carburants dans les DOM, cet outil a fait ses preuves. Il ne s'agit pas de contrôler les prix, mais de réguler les excès là où le marché échoue. Ce n'est pas une atteinte à la liberté économique, c'est une correction nécessaire pour rétablir l'équité. Merci. Avis de la commission. Monsieur le rapporteur.
Merci, Monsieur le Président. Donc, cet amendement vise à permettre au préfet d'encadrer outre-mer les taux de marge dès que 3 entreprises ou moins détiennent plus de 70% de parts de marché. Il évoque des marges pouvant atteindre jusqu'à 35% sur certains produits laitiers. Cette mesure pose la question des abus par certaines entreprises en situation de monopole ou d'oligopole. C'est une vraie question. Cependant, la mesure envisagée paraît trop contraignante dans une économie reposant sur la liberté du commerce. Les rapporteurs sont donc défavorables à un tel plafonnement, contraire à la liberté du commerce, mais ils ont en revanche sous-amendé l'amendement 66 de M. Lurel pour plafonner les marges arrière. Donc c'est un avis défavorable. Non, Madame la Ministre. Oui, merci, Monsieur le Président. Je comprends bien l'objectif qui est poursuivi, mais là, pour le coup, je vois vraiment deux dangers à la rédaction qui est proposée. D'abord, il y a une atteinte à la liberté d'entreprendre et à la liberté contractuelle, parce que vous faites vraiment courir le risque, pour le coup, d'inciter les opérateurs économiques à ne pas venir s'installer ou à ne pas se développer sur le territoire, ce qui n'est évidemment pas l'objectif recherché. Et puis attention aux effets de bord tout court sur les petits, parce qu'en fonction... selon l'organisation qui sera retenue sur l'approvisionnement, la société qui est en charge de la distribution, elle va avoir des activités plus ou moins étendues. Si vous avez un plafonnement commun de la marge brute, vous allez favoriser certains acteurs. Donc, à supposer qu'il soit fixé à un niveau exigeant pour les grands acteurs qui, eux, peuvent procéder à des péréquations sur certains produits, à contrario, vous allez pénaliser notamment les petits qui, probablement, préférant d'ailleurs renoncer à la distribution de ces produits. Donc, ça contrevient effectivement à l'objectif de départ. C'est un avis défavorable. Madame Gréaume, vous voulez expliquer votre vote? Je vous en prie. Excusez-moi, Madame la Ministre, avec tout le respect que je vous dois, je n'ai pas très compris comment mettre un taux maximal de marge peut nuire à l'installation d'entreprise. C'est un taux maximal géré par un préfet. Sincèrement, je n'ai pas compris. Madame Corbière-Namazo, vous voulez expliquer votre vote? Allez-y. Alors, dans l'amendement qui a été présenté par ma collègue, on vous a expliqué que le dispositif existe pour les carburants à La Réunion. On n'est pas en pénurie de carburant. Il y a des distributeurs, il y a des stations-service, il y a une économie qui fonctionne, il y a des voitures qui roulent. Enfin, ça marche, on peut réguler les marges, ça peut se faire. Donc, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on s'empêche d'agir sur des produits de consommation courante, sur des produits de première nécessité pour les familles qui vivent, et je le rappelle, à Mayotte, avec 77% de la population sous le seuil de la pauvreté, à La Réunion, 36% de la population en dessous du seuil de la pauvreté, quand ce chiffre est de 8% dans l'Hexagone. Je mets aux voix l'amendement 112. Il a reçu un avis défavorable de la commission et défavorable du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté. Un article décisionnel après l'article 7. L'amendement numéro 111. Monsieur Savoldelli. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, ça a été évoqué ici par plusieurs d'entre nous. Les habitants des Outre-mer subissent une injustice économique persistante. On vient de l'aborder là, mais les prix des biens essentiels, alimentation, hygiène, énergie, ils sont à 30-40% plus élevés qu'en métropole. Alors que tout le monde le sait ici, ça a été dit, les revenus sont plus faibles. Et cela ne s'explique pas seulement par les coûts de transport ou d'approvisionnement, cela tient aussi à des marges excessives captées dans les chaînes de distribution trop concentrées. Le CESE, l'autorité de concurrence, s'est livré à l'analyse des taux de marge des distributeurs, compagnies maritimes, ports, manupensionnaires, transitaires, grossistes. Elle a constaté que les taux de marge réalisés par certains acteurs sont plus importants que ceux réalisés dans l'Hexagone. Ces écarts ne s'expliquent pas par des coûts logistiques, ils sont résultat de marges excessives. Donc cet amendement franchit une étape supplémentaire. Il fixe une règle claire, lisible et applicable qui protège le consommateur. Notre amendement propose de plafonner les marges brutes à 15% sur des produits essentiels. Je vais les citer, le riz, lait, pâtes, huile, etc. Et sanctionne les manquements, une amende pouvant atteindre 10% du chiffre d'affaires annuel dans le territoire concerné.
Les PME locales et les petits commerces, donc ça nous revient sur le débat de tout à l'heure, ne sont pas concernés par ce plafond. Il faut être clair. Les marges sont déjà inférieures à 15% pour les PME et les petits commerces. Seuls les grands groupes sont contrôlés. Cela permettra de réduire les prix de 20 à 30% pour les ménages et de briser le pouvoir des oligopoles. Merci de votre attention. Avis de la commission, monsieur le rapporteur. Merci, monsieur le président. Donc, cet amendement vise à plafonner à 15% du prix de vente les taux de marge des distributeurs pour les produits de première nécessité. Les rapporteurs sont défavorables à un tel plafonnement, contraire à la liberté du commerce, mais ils ont en revanche sous-amendé l'amendement 66 de M. Lurel pour plafonner les marges arrière à 12%. Donc, c'est un avis défavorable. Avis du gouvernement, madame la ministre. Même avis, monsieur le président. Monsieur Savolelli, pour explication de vote. Non, je comprends qu'il y a un débat sur 12-15%. Moi, je fais appel à mes collègues qui sont plus en situation de connaître ceux qui produisent ce qui est vendu dans la grande distribution. Je voudrais savoir combien il y a d'agriculteurs, de paysans qui font des marges à 15%. Moi, j'en connais pas. Et je demande à les collègues, moi je suis en urbanité, mais qui sont en ruralité, je leur demande, est-ce qu'ils ont des marges de 15%? Mais ils me disent, mais non. Donc, pour vous faire bien comprendre cette affaire, c'est que là, on met un plafond qui ne concerne pas les PME et les petits commerçants, qui touche que la grande distribution, qui fait des marges à 30-40%. Et ça, ce n'est pas au profit de ceux qui produisent des richesses. Ceux qui produisent des richesses, c'est ceux qui produisent les produits que j'ai cités tout à l'heure. C'est ceux qui s'occupent de faire qu'il y ait du riz, qu'il y ait du lait. Vous voyez, donc, je dis ça, c'est peut-être qu'on pourrait bouger peut-être sur les votes bloqués depuis tout à l'heure et laisser un espace de justice sociale pour les populations d'outre-mer. Merci. Je mets aux voix l'amendement 111 avec un avis défavorable de la commission, défavorable du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Et qui s'abstient, pardon? Il n'est pas adopté. Article additionnel après l'article 7. Un amendement et deux sous-amendements. Le 66, monsieur Lurel. Merci. J'ose dire que c'est un amendement très important qui a été, il me semble, adopté par le Sénat avec un avis favorable de la rapporteure et il me semble à l'époque un avis favorable du gouvernement. Et que donc ça n'a pas été repris dans le texte du projet de loi, on le reprend conformément à la volonté exprimée il y a à peu près 3 ou 4 mois par le Sénat. Pour une fois, on fait un cap, un plafonnement à 10%, mais je suis d'accord pour les sous-amendements qui peuvent être présentés à 12%. Ça, c'est une première chose. On n'interdit pas les marges arrière, on encadre simplement. On aura d'autres amendements pour mieux préciser les choses. On dit aussi dans ce texte qu'on va le faire par ligne de produit. Je suis ouvert au compromis. J'ai cru comprendre, mais je le dirai si le sous-amendement est présenté, qu'il faut exclure, par exemple, Saint-Barthélemy, qui est à son autonomie et qui va gérer ses propres affaires. Et par ailleurs, je suis également ouvert sur le fait qu'on disait c'est par ligne de produit, mais si on veut le faire comme ça me paraît plus apte à préserver le secret des affaires, de dire que c'est par fournisseur. Voilà, donc ça veut dire qu'on pourra faire de la péréquation interne, même si c'est par interpolation linéaire en mathématiques, on ne pourra pas savoir, en remontant en arrière, si je veux dire en remontant, les marges. Donc vous voyez, on prend toutes les précautions pour que le gouvernement agrée que l'Assemblée, le Sénat, Haute Assemblée, puisse approuver ce texte. Très bien. Je donne la parole à Madame la Présidente Jacques, qui défend le sous-amendement 145 à titre personnel. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, ce sous-amendement vise à exclure Saint-Barthélemy des territoires dans lesquels le plafonnement des services de coopération
commerciale est prévue. Compte tenu de son statut de collectivité d'outre-mer, sa fiscalité permet de neutraliser une très large part du coût du transport. Il en résulte des prix relativement moins élevés que dans les territoires voisins. L'exiguïté du territoire, d'une superficie de 21 km² et les prix vertigineux du foncier qui en découlent s'ajoutent par ailleurs au surcoût du fait du surstockage et des charges de personnel. La tension sur le marché du logement oblige les employeurs à loger leurs employés, faisant passer les charges de personnel à 20% du chiffre d'affaires contre 10% pour un supermarché de l'Hexagone. Les prix étant comparables à ceux de la petite couronne parisienne, le plafonnement des services de coopération commerciale n'est pas pertinent pour Saint-Barthélemy. Merci. Le 150 est présenté par Monsieur le rapporteur ou par Madame la rapporteure. Madame Jacques, je vous en prie. Merci, Monsieur le Président. Donc, le présent sous-amendement vise à préciser que le plafonnement expérimental sur 5 ans des marges arrière outre-mer doit être entendu au niveau de chaque groupe du secteur. Alors, notre collègue Victorin Lurel apportera il a évoqué quelques modifications. Ces marges ne pourraient ainsi excéder 12% du chiffre d'affaires hors taxe de chaque groupe au lieu de 10% du chiffre d'affaires hors taxe par ligne de produit. Les taux excessifs de marge arrière peuvent en effet contribuer à des distorsions dans la formation des prix et donc au renchérissement du coût de la vie outre-mer. Donc, monsieur le... Je vais donner la parole à Monsieur Lurel. Est-ce que vous avez une demande de rectification oui, de la rédaction de l'article à faire? D'abord, Monsieur le Président, une demande d'approbation du sous-amendement pour exclure Saint-Barthélemy. Deuxième chose, il y a dans le sous-amendement peut-être calculé en moyenne, nous serions d'accord. Et enfin, là, on ne sommes pas d'accord et que nous demandons à la rapporteure et à l'Assemblée. C'est sur le sous-amendement qui consiste à dire c'est par groupe du secteur alimentaire, c'est ça? Je dis ça de mémoire. Du secteur alimentaire. Ça ne veut rien dire. On demande non plus, tel que je vous l'ai présenté dans l'amendement 66, que ça se calculerait par ligne de produit et par an, mais par fournisseur. Par fournisseur. C'est ça. Ouais, si la rapporteure est d'accord, je demanderai à l'Assemblée, puisque c'est un consensus transpartisan, de le voter. Donc je vais me... Avec un sous-amendement du sous-amendement de mettre fournisseur. Vous proposez 12% en moyenne du chiffre d'affaires par ligne et par fournisseur, par ligne de produit et par... Non, pas par ligne de produit. Non, 12% calculé en moyenne, mais non plus par ligne de produit, tel que le prévoit mon texte, mais par fournisseur. Par fournisseur. Si vous supprimez cette histoire de groupe par secteur, ça ne veut rien dire, on noie le problème. Par fournisseur. Moyennant ces deux sous-amendements, en fait c'est 3, j'accepte de passer de 10 à 12, premièrement. Deuxièmement, j'accepte que ce soit un calcul en moyenne. Troisièmement, j'accepte de changer mon texte par ligne de produit, mais pas celui que vous présentez par groupe du secteur alimentaire. Non, de le mettre par fournisseur. C'était du secteur de la distribution. Mais oui, c'est ça. Chers collègues, voilà. Parce que nous sommes co-rapporteurs sur cet amendement, nous le présentons ensemble. Est-ce que tu es favorable aux propositions de notre collègue que l'on modifie selon notre collègue? Voilà, alors c'est bon, nous proposons, si l'Assemblée est favorable, à modifier cet amendement selon la proposition de notre collègue Victorin Lurel. Très bien. Donc je précise pour l'Assemblée que le membre de phrase après hors taxe de chaque groupe du secteur de la distribution est remplacé dans le sous-amendement par le mot par fournisseur. Ouais, mais... en moyenne, vous le mettez où, madame? En moyenne du chiffre d'affaires de chaque fournisseur. Par fournisseur, pardon, par fournisseur. Donc, 12% du chiffre d'affaires hors taxe, en moyenne. On enlève hors taxe? On enlève le hors taxe. On peut laisser, en moyenne. Donc, en moyenne par fournisseur. OK. L'accouchement est difficile. Bon.
Je vais prendre les avis du gouvernement, Madame la Ministre, s'il vous plaît. Oui, merci Monsieur le Président. Une fois n'est pas coutume, je suis bien embêtée parce que j'étais défavorable à cet amendement parce qu'il y a quand même des questions et il y a des limites sur la faisabilité, sur l'affichage des factures, sur le chiffre d'affaires, sur les services. Voilà, donc il y a encore des interrogations et probablement qu'il faudra le réécrire. Bon, là, j'ai bien compris effectivement les 12% en moyenne et les fournisseurs très bien, qui viennent s'ajouter par voie d'avenant. Je constate quand même qu'il y a un consensus effectivement transpartisan sur le sujet. Bon, et surtout, moi, j'ai envie qu'on avance sur les marges arrière. Je veux qu'on puisse effectivement porter ce combat qui est un vrai sujet pour les Outre-mer, pour mieux protéger les fournisseurs, pour garantir la transparence des prix au moment de la formation. Bon, je vais, Monsieur le Président, donner un avis de sagesse sur l'ensemble. Avis de sagesse du gouvernement sur l'amendement et les deux sous-amendements. Je demande à la commission de préciser ses avis sur l'amendement et sur le 145. Non, Madame Jacques, vous ne pouvez pas donner l'avis pas sur le vôtre. Sur l'amendement lui-même, vous pouvez, mais pas sur votre amendement. Oui, je porte le commentaire sur le sous-amendement numéro 55. Voilà. Donc, ce sous-amendement vise à exclure Saint-Barthélemy des territoires dans lesquels le plafonnement des marges arrière est prévu. Le prix dans cette collectivité étant comparable à ceux de la petite couronne parisienne, le plafonnement des services de coopération commerciale n'est pas pertinent pour Saint-Barthélemy. C'est un avis favorable. Et sur l'amendement, monsieur le rapporteur, le 66 ? Favorable si sous-amendé ? Deux ? Oui. Avec les deux sous-amendements. Voilà. Avis favorable. Tel que sous-amendé. Tout le monde est au clair? On vote? Allez. Je mets aux voix le sous-amendement 145. Il a reçu un avis favorable de la commission, un avis de sagesse du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Le sous-amendement est adopté. Le 150, avec un avis favorable de la commission, avis de sagesse du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Le sous-amendement est adopté. Et j'en viens à l'amendement lui-même, le 66, favorable de la commission. Il a été sous-amendé, donc avis favorable. Et un avis de sagesse du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? L'amendement 66, ainsi sous-amendé par deux sous-amendements, est adopté. Le Sénat a donc adopté ce projet de loi de lutte contre la vie chère en Outre-mer, un texte qui vise à baisser les prix dans les territoires ultramarins et à mieux contrôler les marges de la grande distribution. C'est la fin de cette émission, merci de l'avoir suivi. Continuez à suivre l'actualité politique et parlementaire sur notre site internet publicsénat.fr. Je vous souhaite une très bonne journée sur Public Sénat.